Je voudrais revenir sur deux éléments qu'on a déjà traités un petit peu plus tôt cette semaine, mardi pour être exact. On veut améliorer les processus pour qu'ils soient plus simples, rapides, efficaces, et je pense que ça fonctionne. C'est important autant pour les gens en éducation, pour notre système primaire, secondaire, mais aussi pour les services de garde éducatifs. Alors, c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, on a travaillé à avoir des solutions qui sont pratiques, qui soient gagnantes. Je pense qu'on a réussi. Je regardais il y a quelques secondes le site qui est montré à l'écran, notre site web. On l'a mis en ligne hier là, sans trop de publicité. Là, je pense qu'avec la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, vous devrez être un petit peu plus connu. Mais déjà sans publicité, il y avait à peu près déjà 10 000 personnes qui avaient déjà été contactées, de consulter jusqu'à maintenant. Ce site-là, il est pour aider les parents de façon proactive, autant pour les enfants, ce que Mathieu appelle les tout-petits, hein? Les tout-petits, c'est tout-petits, de 0-5 ans, mais aussi ceux qui sont en âge primaire et secondaire, et même les adultes, pour voir l'évaluation des symptômes. Puis, tout à l'heure, peut-être que M. Massé pourra donner un petit peu plus de détails, mais ce questionnaire-là, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Alors, si, sans publicité, il y a déjà 10 000 personnes qui l'ont consulté là, depuis qu'on l'a mis en ligne, je pense que c'est important. Bon, maintenant, si vous avez des doutes et que vous voulez confirmer que votre enfant présente ou non des symptômes, bien, vous pouvez consulter ce site-là. C'est pour ça qu'on l'a fait de façon rapide. Vous pouvez le faire sur l'Internet avec des questions qui sont simples, mais ça va vous aider à savoir si vous devez garder votre enfant à la maison et si vous devez aller le faire dépister. Parce que souvent, ce qu'on vous demande, vous allez voir, là, on vous dit, bon, mais si vous pensez 1, 2, 3 symptômes, bien là, à ce moment-là, on peut vous suggérer de le garder pour 24 heures, de voir comment les symptômes se développent. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais on est allé dans cette granularité-là. Maintenant, pour les gens qui n'auraient pas le matériel informatique nécessaire, bien, c'est comme d'habitude, on va avoir des gens qui vous pouvez contacter par téléphone au fameux là, 1-877, il faut que je me rappelle du numéro par cœur, 644-45-45, où vous pouvez appeler et la personne qui va être en ligne avec vous va passer à travers le questionnaire pour vous. Donc, vous pouvez l'avoir en ligne ou vous pouvez l'avoir par téléphone. Bon, ça, c'était le premier point. On a respecté ce qu'on vous disait. On allait avoir un guide pratique. Mon deuxième point, rapidement, c'est qu'on a mentionné qu'on voulait améliorer nos délais de dépistage, particulièrement pour les enfants. Donc, on savait qu'on avait des enjeux. Là, vous vous rappelez que je parle toujours de mes 3 étapes. On veut encore que nos délais soient plus courts. On a parlé pour résumer, les corridors prioritaires. Puis pour être capable de faire ça, je résumerai comment on va fonctionner avec les services de garde éducatifs, mais on va fonctionner de la même façon qu'on fonctionne avec les écoles. C'est-à-dire que dans le cas où il y aurait un enjeu dans une classe ou à l'école, où la direction de l'école va pouvoir contacter Santé publique, et Santé publique va décider avec l'école qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à, par exemple, du dépistage avec une unité mobile? Est-ce qu'on doit faire un lien avec une GMF? Mais ça, c'est à la Santé publique et à l'école de faire les arrangements nécessaires avec nos CIS et nos CIUS. Donc, il y a une collaboration qu'on a demandée à l'avance entre nos gens de santé publique, entre les gens de l'école ou des garderies ou des services de garde éducatifs et aussi avec le système de réseau de la santé pour être capable de faire les liens à l'avance et qu'on soit efficace lorsqu'on va en avoir besoin. Bon, c'était mes 2 engagements qu'on avait pris et sur le dépistage et sur le site. Maintenant, je suis avec mon collègue Mathieu Lacombe. On a beaucoup parlé dans les derniers jours des enfants en âge scolaire. Mais, comme tu le dis, on travaille pour nos tout-petits. Alors, je pense que vous avez, M. Lacombe, des statistiques intéressantes de ce qui s'est passé dans les services de garde, dans les CPE au cours des derniers mois. Alors, je vous laisse nous expliquer
comment ça a bien été jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Christian. Merci d'être là. Merci, Dr. Massé aussi. Merci à tous de vous être déplacés ici aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui sont en ligne avec nous. Maintenant, on a pris cette habitude de diffuser les points de presse et je pense que ça permet à encore plus de personnes d'avoir accès à l'information. Donc, merci d'être avec nous sur les différentes plateformes de diffusion. Donc, effectivement, on est ici pour vous présenter notre plan de match pour les services de garde éducatifs en vue d'une possible deuxième vague cet automne. Une deuxième vague qui risque bien d'arriver selon, évidemment, l'avis des experts. Je pense que dans la première vague, on peut dire qu'on a bien agi, on a posé les bons gestes dans la majorité des situations, dans nos services de garde éducatifs. Et dans d'autres cas, l'expérience nous a permis d'améliorer nos façons de faire, ce qui fait qu'on est beaucoup mieux préparé aujourd'hui pour affronter une éventuelle deuxième vague qu'on l'était pour affronter la première. Donc, on a consulté nos partenaires et après avoir fait ça, évidemment, après avoir travaillé avec la santé publique, on en a tiré un plan de match. D'ailleurs, je veux remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce plan-là. C'est un plan de match qui prévoit tous les aspects, donc les mesures sanitaires, la gestion des symptômes par les parents et les services de garde éducatifs, la gestion des éclosions, des fermetures s'il devait y en avoir et la communication avec la santé publique. Finalement, le financement du réseau et la contribution des parents aussi. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. C'est un plan qui a été développé dans un seul but, assurer la sécurité et le bien-être de tous les tout-petits, de tous les acteurs du milieu, tout en permettant, parce que aussi, c'est aussi important, tout en permettant aux parents de poursuivre leurs activités professionnelles. Je l'ai dit tantôt, ça a été fait avec la Direction générale de la santé publique qui a validé toutes les orientations de ce plan-là. D'ailleurs, je veux remercier vraiment l'équipe de la santé publique qui a fait tout un travail et je pense que ça va bien paraître dans tout ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Donc, voici notre plan de match. J'annonce que nous ne reviendrons pas aux fermetures multiples qu'on a connues au cours des derniers mois, lors de la première vague. C'est la première grande annonce. On ne reviendra pas à tout ça. Ça a été, disons, des événements qui ont chamboulé la vie de beaucoup de familles et on ne reviendra pas à ce mode-là. L'évolution des connaissances, ça nous permet maintenant de constater que les services de garde éducatifs sont un moins grand vecteur de transmission que d'autres milieux. Les jeunes enfants, vous l'avez constaté probablement comme nous, ont moins de complications, vraiment peu de complications qui sont liées à cette maladie. Christian parlait de statistiques, je peux vous en donner. À titre d'exemple, depuis le début de la pandémie, donc depuis la mi-mars, on compte seulement 123 cas en date d'aujourd'hui, dont 57 enfants. 123 cas en près de 6 mois, dans des milliers d'installations, alors qu'on est revenu à la normale depuis déjà le début de l'été avec une possibilité de 305 000 places dans le réseau. Vous comprenez que ces chiffres-là, ces cas-là sont marginaux. Donc, c'est encourageant compte tenu du nombre important d'enfants qui y ont séjourné depuis bientôt 6 mois. Quand on considère ça, là, on se rend compte que les risques sont très faibles de garder les services de garde ouverts. Il faut aussi dire que les services de garde éducatifs, c'est, comme on l'a déjà dit pour l'école, un filet de sécurité pour nos enfants les plus vulnérables aussi. Donc, quand on additionne tout ça, on arrive à cette conclusion. Donc, pour toutes ces raisons, je vous annonce donc que les services de garde éducatifs vont demeurer ouverts, mais avec plusieurs précautions et selon les modalités que je vais vous donner maintenant. Donc, d'abord, les mesures sanitaires. Celles qui ont été mises en place déjà fonctionnent, elles ont démontré leur efficacité, puis ça contribue au très petit nombre de cas qu'on connaît. Et puisque ces mesures-là fonctionnent, elles seront conservées, elles seront maintenues. La taille des groupes va demeurer celle qui est en vigueur actuellement, c'est-à-dire le ratio éducatrice-enfant qui est déjà prévu à notre règlement. C'est un ratio qui respecte déjà les recommandations de la santé publique. Le port des équipements de protection va continuer d'être obligatoire pour les éducatrices qui doivent porter un masque et une protection oculaire. En date d'aujourd'hui, d'ailleurs, on fournit l'équipement au service de garde et les stocks permettent de couvrir les besoins de tout le réseau jusqu'en décembre. Donc, on est prêt pour une deuxième vague.
Le principe de distanciation va continuer d'être appliqué comme il l'est actuellement. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce qu'on connaît actuellement, c'est ce qu'on va conserver. Rappelez-vous, entre les enfants, il n'y avait pas cette nécessité dans un même groupe de maintenir une distance. Ça va rester comme ça. Finalement, il y aura toujours une restriction de circulation des parents à l'intérieur des garderies, des CPE et des milieux familiaux. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'accueil doit préférablement, donc dans la mesure du possible, se faire à l'entrée du CPE ou de la garderie pour éviter le va-et-vient, la circulation des parents. Par contre, les services de garde peuvent permettre à des parents d'accompagner leurs enfants à l'intérieur dans certains cas. Par exemple, lorsque les tout-petits reviennent d'une période plutôt longue où ils n'ont pas fréquenté le service de garde éducatif. Quand il y a des tout-petits qui présentent peut-être des besoins plus importants de se faire rassurer, on est d'avis, et c'est la recommandation aussi de la santé publique, que c'est important de prendre le temps qu'il faut pour rassurer les enfants et s'assurer qu'ils soient bien lorsqu'on les quitte. Donc, dans ces cas-là, on peut permettre la circulation d'un parent à l'intérieur du service de garde, mais évidemment, ce parent-là doit pratiquer l'hygiène des mains et maintenir une distance de 2 mètres, porter le masque aussi, bien sûr, respecter la distance et pratiquer l'hygiène des mains. L'accès aux locaux, par contre, pour les parents est toujours interdit en tout temps. Toutes ces mesures sanitaires-là sont celles qui sont actuellement prévues. Par contre, ce n'est pas exclu qu'on doive, avec les recommandations de la santé publique, si la situation se détériorait, il n'est pas exclu qu'on doive, évidemment, les augmenter. La gestion des symptômes, maintenant. C'est un sujet de préoccupation pour bien des parents, des éducatrices et des gestionnaires. Je dirais, les parents avaient 2 questions. Est-ce que mon service de garde va être ouvert? Est-ce qu'il y a des chances qu'il ferme? Et l'autre question, c'est comment gérer tous les symptômes? La saison du rhume arrive. Est-ce que le petit nez qui coule est une raison suffisante pour exclure un enfant? Donc, cette question de gestion des symptômes, on s'est penché sur cette question-là. Et c'est pourquoi on a développé l'outil qui vous a été présenté par le ministre de la Santé. Donc, lorsque les enfants présentent des symptômes qui peuvent être liés à la COVID, les parents vont pouvoir remplir cet outil-là, vont pouvoir se tourner vers l'outil et vont recevoir les directives appropriées en fonction de l'âge notamment de leur enfant. Les éducatrices et les gestionnaires des services de garde vont aussi pouvoir se tourner vers cet outil-là lorsqu'un enfant présente des symptômes. Donc, ça pourra effectivement servir aux parents, mais aussi aux gestionnaires. Les éducatrices vont pouvoir faire la même chose. Parlant des parents, d'ailleurs, il y a un pense-bête qui leur sera remis pour leur rappeler la marche à suivre et puis les aiguiller vers le site Web. La gestion des éclosions, des fermetures et les communications avec la santé publique. C'est le 3e point que j'aborde avec vous. On a revu toute la gestion des éclosions, des fermetures et nos communications donc avec la direction de la santé publique. S'il devait y avoir une recrudescence des cas, le reconfinement ciblé d'une région ou d'un secteur, ce serait possible, comme on vous l'a dit, mais si on devait passer par cette étape, je vous rappelle que aucune fermeture de service de garde ne serait tout de même prévue, sauf en cas d'éclosion à l'intérieur même d'un milieu de garde. Donc, message aux parents, même s'il devait y avoir un reconfinement ciblé, votre enfant va pouvoir continuer de fréquenter son service de garde habituel. Et s'il devait y avoir une éclosion dans un service de garde éducatif, évidemment que le service serait fermé et dans ce cas, le personnel et les enfants auraient une priorité pour l'accès aux tests et pour la production du résultat. Donc ça, c'est une avancée, c'est une amélioration par rapport à la première vague. Par ailleurs, l'autre élément qu'on nous a souligné, c'était parfois la difficulté d'avoir accès pour chaque gestionnaire de CPE à quelqu'un à la santé publique. On a aussi amélioré ça. Les services de garde éducatifs vont pouvoir communiquer directement avec un responsable de leur direction régionale de santé publique, incluant les soirs et les fins de semaine, pour les aider à prendre les meilleures décisions. 4e, le financement du réseau et la contribution des parents. Donc, dans les prochains mois, peu importe l'ampleur que pourrait prendre la 2e vague, on va maintenir le financement habituel du réseau. Je pense que c'est un signal important, il faut le mentionner. On avait fait ce choix pour la première vague, on fait aussi ce choix pour la 2e. Même si on souhaite que toutes les installations demeurent ouvertes, on l'a dit, on pourrait peut-être devoir fermer en cas d'éclosion.